Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les outils et savoir-faire mathématiques appliqués aux sciences économiques et sociales. La vidéo d'aujourd'hui porte sur la courbe de Lorenz et l'indice de Gini. Elle fait suite à une première vidéo sur les déciles. Que sont les déciles et à quoi servent-ils? À partir d'un tableau de répartition du revenu par décile, comme on en a vu et comme on en verra aujourd'hui, on peut construire un graphique qui permet d'évaluer rapidement l'ampleur des inégalités. Les déciles, pour rappel, correspondent aux valeurs qui partagent une distribution ordonnée, donc des valeurs classées par ordre croissant, en 10 intervalles de même taille. Souvent, ils sont utilisés pour informer sur une distribution, en complément d'autres statistiques comme la moyenne et la médiane, et pour mesurer les inégalités. Si l'échantillon est divisé en 10 groupes, les déciles sont au nombre de 9. Il faut, pour construire la courbe de Lorenz, tout d'abord classer les ménages en fonction de leurs revenus par ordre croissant. En abscisse du graphique va être indiquée la fréquence cumulée croissante de la population. Calculer la fréquence cumulée consiste à ajouter à la fréquence d'une valeur d'un caractère là où les fréquences des valeurs précédentes, et donc la fréquence cumulée croissante d'une valeur V est la somme des fréquences des valeurs inférieures ou égales à V. Le point d'abscisse 10, par exemple, correspond ainsi aux 10% de ménages disposant des plus bas revenus, le point d'abscisse 60 aux 60% de ménages disposant des plus bas revenus. En ordonnée est indiqué le pourcentage cumulé croissant de la donnée ou la variable étudiée, ici le revenu. Bien. Plus la courbe est éloignée de la diagonale ou de la bisectrice qui correspond à une situation de parfaite égalité où 30% des ménages possèdent 30% des revenus, 50% des ménages possèdent 50% des revenus, etc. Plus on s'éloigne de la diagonale et plus les inégalités sont fortes. Alors, même si je ne fais pas une vidéo de mathématiques à proprement parler, je vais quand même, tout au long de cette vidéo, exposer les éléments fondamentaux en mathématiques qui permettent de construire la courbe de Lorenz et de calculer le fameux indice ou coefficient de Gini. Eh bien donc, nous continuons. La courbe de Lorenz des revenus en France en 2019 qui vous est présentée à l'écran a été tracée à partir des revenus moyens ou des niveaux de vie moyens des ménages français classés par ordre croissant à l'intérieur de 10 tranches de 10% chacune. En d'autres termes, ce ne sont pas les limites supérieures de chaque décile, D1 jusqu'à D9, qui ont permis de tracer cette courbe, mais bien le niveau de vie ou le revenu moyen. Par exemple, le 8 710 € que vous voyez à l'écran, 8 710 € correspond au revenu moyen perçu par les 10% de ménages français aux revenus les plus bas. Comment construit-on la courbe de Lorenz? Eh bien, nous allons utiliser les revenus disponibles par ménage selon la tranche de revenus en 2009. L'encadré que vous avez à l'écran signifie que, selon l'INSEE, en 2009, 10% des ménages dont le revenu disponible est compris entre 24 290 € par an, donc D4, et 28 740 €, donc D5, ont un revenu disponible annuel moyen de 26 480 €. Et ces 7 données, c'est 26 480 €, le revenu annuel moyen, qui va nous permettre de tracer la courbe de Lorenz. Puisque nous n'allons utiliser que le revenu annuel moyen pour chacune des 10 tranches de ménages français classés par ordre croissant de leurs revenus, j'ai enlevé les limites, c'est-à-dire les limites supérieures des déciles de D1 jusqu'à D9. D'ailleurs, si vous regardez à l'écran, inférieur à D1, D1 à D2, D2 à D3, jusqu'à supérieur à D9, si vous les comptez, vous verrez qu'il y a bien 10 tranches. Alors, nous savons par ailleurs, grâce à l'INSEE, que le nombre total de ménages en France en 2009 est de 26 701 000 ménages et que la masse totale des revenus disponibles est de 922 110 millions d'euros. La proportion des ménages dans chaque classe de 10% est donc de 2 670 100 ménages. On fait 0,1 multiplié par 26 701 000. Les ménages dans la tranche du 5e décile
ayant un revenu disponible compris entre D4 et D5 détiennent 7,7% de la masse totale des revenus disponibles des ménages. Comment j'obtiens ce 7,7? Eh bien, les 10% des ménages ayant un revenu disponible compris entre D4 et D5 détiennent 2 670 100 ménages multipliés par 26 480 qui correspond au revenu annuel moyen, ce qui nous donne 70 704 248 000 euros, et ceci représente en termes de pourcentage de la masse totale des revenus, eh bien, je calcule une part relative, 70 704 248 000 divisé par 922 110 millions me donne 0,0768, soit 7,68% lorsque je décale ma virgule de 2 crans vers la droite pour obtenir un pourcentage de répartition. Dans le document statistique à l'écran, nous retrouvons nos 10 parts ou 10 tranches de ménages classées par ordre croissant de revenus, D1 correspondant aux 10% de ménages percevant des revenus inférieurs à 12 930 euros, qui est la limite supérieure du revenu annuel disponible. Si l'on considère la tranche D4 à D5 que l'on a étudiée précédemment, on retrouve les 7,7% de la masse totale des revenus disponibles par an que détient cette tranche. Enfin, dans la colonne de droite, on a la fréquence cumulée croissante de la masse totale des revenus disponibles. Ainsi, 50% des ménages les moins bien lotis détiennent seulement 26,5% de la masse totale des revenus disponibles. Le 26,5 a été obtenu en effectuant la somme 2,8 plus 7,1 plus 12,4 plus 18,8. Donc, il correspond à l'addition de la masse totale des revenus disponibles détenus par chacune des tranches de décile jusqu'au décile 5. Bien, il ne reste plus qu'à associer la fréquence cumulée croissante de la population, c'est-à-dire les déciles, à la fréquence cumulée croissante de la masse totale des revenus disponibles. Sur le graphique à droite de votre écran, 10% des ménages français les moins bien lotis détiennent 2,8% du total des revenus disponibles. La diagonale correspond à une répartition parfaite des revenus disponibles, puisque 50% des ménages disposeraient de 50% des revenus. Chaque ménage aurait donc le même revenu. On parle de droite d'équirépartition. Et plus la courbe de Lorenz s'éloigne de la diagonale, plus la répartition est inégalitaire. Ainsi, en 2009, les 10% des ménages français qui avaient les revenus les plus bas touchaient au plus 12 930 euros, ce qui représente 2,8% du revenu total, alors que si la répartition était égalitaire, ils toucheraient 10% du revenu total, soit un écart de 7,2 points. En 2009, les 10% des ménages qui avaient les revenus les plus élevés touchaient au minimum ou au moins 59 900 euros par an, ce qui représente 26,4% du revenu total. En 2009, la moitié de la masse totale des revenus disponibles est détenue par les 73% des ménages qui ont les revenus les plus faibles, et ceci signifie donc que les 27% des ménages ayant les revenus les plus élevés détiennent 50% de cette masse totale des revenus. Pour finir, qu'est-ce que l'indice de Gini ou le coefficient de Gini? Eh bien, à partir de la courbe de Lorenz, il est possible d'apprécier l'importance des inégalités en calculant un degré de concentration. C'est cela le coefficient de Gini ou l'indice de Gini. Il mesure l'écart entre la distribution observée et la répartition égalitaire, et non pas en référence à la moyenne comme l'écart type. Donc c'est un autre outil statistique. Le coefficient de Gini s'obtient en faisant le rapport entre l'aire de concentration, c'est-à-dire la surface entre la courbe de Lorenz et la bissectrice, la surface grise, et la demi-aire du graphe, c'est-à-dire la surface entre la bissectrice et la droite des abscisses, donc la somme des surfaces grises et violettes, le triangle.
Plus la surface entre la courbe de Lorentz et la diagonale est élevée, plus la distribution est inégalitaire et plus le coefficient de Gini est proche de 1. À l'inverse, plus la distribution est égalitaire, plus le coefficient de Gini est proche de 0. En mathématiques, ce coefficient s'exprime avec les intégrales des fonctions. Nous ne le ferons pas dans cette vidéo. On exprime parfois le coefficient de Gini en pourcents en parlant d'indice de Gini. C'est ainsi qu'un indice de Gini de 75 équivaut à un coefficient de Gini de 0,75. Le coefficient de Gini ou l'indice de Gini est très utilisé dans les statistiques internationales car il permet d'effectuer facilement des comparaisons entre les différents pays. Bien, il faut toutefois noter que le coefficient de Gini ou l'indice de Gini est un indicateur qui manque de finesse pour saisir certaines évolutions qui socialement ont pourtant de l'importance. Notamment, cet indicateur est très synthétique. L'indice de Gini est en ce sens peu sensible aux variations qui concernent de petits effectifs et aux changements donc en haut et en bas de la distribution, là où justement se jouent le plus souvent les inégalités de revenus. Ainsi, l'explosion des très hauts revenus, le 1% des plus riches, n'a pas conduit à une forte variation de l'indice de Gini. Je termine cette vidéo en ajoutant la courbe de Lorentz du patrimoine en France en 2018 dans le même graphique. Et l'on observe de manière tout à fait significative que les inégalités de patrimoine sont bien plus élevées que les inégalités de revenus en France. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura éclairé sur la courbe de Lorentz et le coefficient de Gini. À bientôt!